poursuivons ce territoire. Voici d'autres reportages à découvrir pour vous donner des idées pendant les vacances et le week-end. On poursuit tout de suite notre aventure. Le château de Beaucaire est assez mal connu, enfin, son histoire est très ancienne. Au début du XIe siècle, un château est établi sur cette colline, peut-être agrandi par rapport à l'existant. Il rentre à ce moment-là dans les propriétés des comtes de Toulouse, qui en font donc une de leurs forteresses et une de leurs résidences. Ce premier château, qui passe pour être l'une des plus importantes forteresses du Midi de la France, va ensuite passer dans les possessions des rois de France en 1229. Ce que l'on peut voir autour de nous, c'est le château, on va dire, du XIIe, XIIIe siècle. Derrière moi, on a le donjon, qui, dans son état actuel, est du XIVe siècle. Mais déjà, à l'époque des comtes de Toulouse, il y avait un donjon à cet emplacement, mais semble-t-il beaucoup plus bas que ce qui ne l'est aujourd'hui. Pour les visiteurs, le donjon est visible en visite guidée uniquement et pour des raisons de sécurité, 19 personnes à la fois. Au premier étage, il y a une fresque qui est encore visible, mais très très peu. Donc, il n'est pas à la visite libre. Richelieu, en 1632, va ordonner le démantèlement de ce château suite à une rébellion menée par le frère du roi Louis XIV. Et pas mal de parties, de bâtiments vont être détruits. C'est le premier directeur des monuments de France, c'est Mérimée, qui en visite dans notre région va alerter sur les dangers encore encourus par le château de Beaucaire, puisqu'au XIXe siècle encore, on a des carriers qui exploitent le site du château pour en retirer les blocs de pierre. Donc c'est grâce à Mérimée qu'on va arrêter complètement tous travaux, toute action pouvant encore réduire ce château à néant. Donc là, c'est la chapelle castrale. Elle se trouve à proximité d'une des entrées principales du château. Et cette chapelle castrale est de type roman. On le voit par sa forme, la voûte intérieure, les décorations. Quoique ces décors ont été pas mal repris au XIXe siècle par un sculpteur beaucairois du nom de Cartaillet, qui a repris les modillons en dessous de toiture. Cette chapelle castrale, donc, on l'a dit, on a du mal à la dater. On voit que stylistiquement, elle est d'époque romane. Elle était nommée, on la nomme souvent la chapelle Saint-Louis, alors que sa construction remonterait avant la canonisation de Saint-Louis. Et peut-être elle aurait été dédiée à l'origine à Saint-Michel l'Archange, comme beaucoup de chapelles castrales d'ailleurs. Et ce qui nous fait dire cela, c'est le motif sculpté qui apparaît au niveau du chapiteau du clocheton, sur la façade principale, qui représente effectivement un Saint-Michel terrassant le dragon. On pense que cette chapelle a été construite plus tardivement et qu'il y a eu une chapelle castrale, un lieu qui servait de lieu d'office au niveau du donjon. Puisque au premier étage de ce donjon, qui lui donc paraît plus ancien, on a toute une série de figures religieuses tirées du répertoire religieux. Et autour de ce donjon, on avait également découvert il y a quelques années des sépultures, un ensemble de tombes. Et on suppose effectivement qu'avant la construction de cette chapelle, derrière nous, il y avait dans le donjon une salle qui était peut-être vouée aux offices religieux.
Dans cette chapelle, on peut encore y voir effectivement des affûts de canon, mais aussi des boulets de catapultes qui ont été trouvés à l'occasion de fouilles archéologiques menées sur le site à partir des années 1980. Il est vrai que ce château a beaucoup souffert de nombreux assauts. Il y a eu le fameux épisode de la croisade contre les Albigeois, où en fait les Beauquerrois eux-mêmes avaient mené le siège de ce château pour en faire partir les troupes de Simon de Montfort qui avaient été appelées là pour, dans le cadre de cette lutte contre les Albigeois, autrement dit les Cathares. La ville de Beaucaire a vraiment envie que cette ville soit insérée dans les circuits touristiques grâce à ce château qui va réouvrir au public après une fermeture de plusieurs années due à la présence sur le site du spectacle des Aigles de Beaucaire. Qu'est-ce qu'un atome? Comment fonctionne une centrale nucléaire? Quelles sont nos ressources énergétiques et les enjeux pour demain? Vous trouverez les réponses à ces questions au sein du Visiatome, véritable outil pédagogique au service de tous les publics. Entièrement consacré aux enjeux énergétiques, à la radioactivité et à l'énergie nucléaire, le Visiatome permet d'aborder le monde de la science sous un autre angle et de voyager plus loin dans l'aventure scientifique. Le Visiatome, en fait, propose dans son exposition permanente aux visiteurs de découvrir ce qu'est un déchet radioactif, ce qu'on en fait en France, à l'étranger, la façon dont il est géré, trié, entreposé, etc. Situé à l'entrée du CEA, Commissariat à l'énergie atomique de Marcoule dans le Gard, ce musée scientifique unique en France se découvre au gré des films, de simulations et d'expériences et permet grâce à cette interactivité d'aborder avec des guides animateurs des thématiques comme la radioactivité, les déchets nucléaires, souvent méconnus du grand public. C'est un sujet qui n'est pas facile, qui peut poser des questions, qui peut être polémique. On a essayé de privilégier dans cette exposition le parler vrai. On n'est pas ici pour donner du prêt-à-penser aux visiteurs, on est là pour lui dire « venez nous voir, venez comprendre, apprendre ce qu'on fait des déchets radioactifs et venez vous faire votre propre opinion ». Et pour être toujours plus près de son public, le Visiatome enrichit son programme avec l'exposition temporaire que vous pourrez voir jusqu'au 30 septembre, Douaneau chez les Joliot-Curie. Robert Douaneau a effectué une série de reportages photographiques dans les laboratoires des Joliot-Curie, Frédéric Joliot et Irène Curie, dans les années 40. Et les panneaux de cette exposition temporaire reprennent une cinquantaine de ces photographies. Ouvert à tous, le Visiatome vous réserve encore bien d'autres événements et peut-être suscitera-t-il chez certains jeunes visiteurs la vocation de chercheur. Ce parc s'adresse aux enfants scolaires et centres de loisirs du département du Gard. Les scolaires, parce que nous travaillons ce projet avec l'IUFN de Nîmes, Institut universitaire de formation des maîtres, qui ont collaboré avec nous notamment à créer un jeu qui s'appelle le jeu de loi sur la base de questions-réponses autour de l'environnement. Donc vous verrez tout au long du parc, il y a des plots. Les enfants jettent des gros dés qui les renvoient sur un plot avec un numéro et donc une question. Et le type de question, ça pourrait être est-ce que l'eau est une ressource reproductible? Si l'enfant répond bien, ça lui permet de rejeter les dés et de continuer le parcours sur 1 hectare à la découverte des questions-réponses autour de l'environnement. Vous avez la station d'épuration qui est juste à côté et donc l'objectif c'est de récupérer les plus de 500 mètres cubes d'eau jour qui sont actuellement retraités et rejetés dans le Vistre pour qu'ils alimentent le parc. Nous avons un réseau là qui s'appelle, pas une rivière qui s'appelle le Tavernol, qui n'est pas un réseau d'écoulement d'eau de pluie mais qui est inscrit comme cours d'eau. Et donc les 500 mètres cubes d'eau finiront leur vie dans le Tavernol pour rejoindre le Vistre. Et là on mettra un système d'écluses et de roues à aubes pour montrer aux élèves un peu comment est-ce qu'on travaille avec la régulation de l'eau.
Sur cette rivière, puisque donc le parc est en cours de finalisation, il reste encore 12 mois de travaux. Il y a des équipements pédagogiques qui sont créés, par exemple une petite roue à aube que vous voyez tourner, et dont l'objectif ce sera d'y associer une petite dynamo pour montrer aux enfants que l'eau peut produire de l'énergie, notamment électrique, puisqu'il y aura une petite ampoule qui s'éclairera. C'est un des objets pédagogiques où, quand l'on accueille des enfants qui se présentent, on leur parle de l'énergie solaire et notamment on a cet équipement où on les fait observer le petit débit d'eau et je fais un geste magique. Et là, subitement, plus de jet d'eau. Comment se fait-il? Je relâche et de nouveau. Et ça permet à des enseignants qui vont utiliser le parc de l'eau comme support à leur enseignement d'expliquer ce qu'est l'énergie solaire. Évidemment, sur tout le parc, il y aura une signalétique qui rappellera qu'est-ce que l'énergie solaire, le nom des végétaux, comme je vous le disais tout à l'heure, avec le nom usuel, le nom scientifique, sa consommation en eau et son origine. Par ailleurs, nous travaillons au niveau de ce parc des évocations de paysages gardois. Et donc, ça rappelle avec les légumes et un peu plus loin des arbres fruitiers, la tradition maraîchère des plaines gardoises. J'ai récupéré des fleurs qui ont déjà produit sur l'arbuste et je récupère les graines en fait, je vais les semer à la volée. Donc pour que l'année prochaine, il y ait encore des petits arbustes en fleurs. Je m'occupe en général du potager, donc tout ce qui est plantation de légumes et tout le suivi la progression des légumes, quoi, la récolte, le désherbage. On a eu des choux, des poireaux, des côtes de blettes, on a eu de tout. Et faire une bonne soupe. De quoi faire une bonne potée, une bonne soupe et des salades aussi pour l'été, beaucoup de tomates. Il y a encore du boulot, hein, tout n'est pas fini, hein, même pour les mois à venir. Hein.